Imagine, tu conduis sur un long tronçon d'autoroute quand, oups, tu tombes en panne d'essence. Bon, ce n'est pas grave, tu n'as qu'à appeler un ami ou une dépanneuse. Maintenant, imagine le même scénario sauf que tu es le pilote d'un avion de ligne rempli de passagers. Ce qui est arrivé à un équipage canadien à une altitude de 12 500 mètres le 23 juillet 1983. Le vol 143 d'Air Canada était censé être un vol de routine. L'avion devait d'abord faire un court transfert de Montréal à Ottawa, mais c'est là que le premier problème est apparu. Il semblait y avoir un souci avec l'ordinateur qui gérait le chargement de carburant. Comme il ne fonctionnait pas correctement, l'équipe d'entretien au sol a calculé manuellement la quantité de carburant nécessaire. Ensuite, l'équipage a vérifié ses calculs à 3 reprises et tout semblait correct. L'avion a atteint Ottawa sans autre complication et devait redécoller pour le deuxième vol de la journée. Cette fois-ci, la distance était beaucoup plus longue, puisqu'il se dirigeait vers Edmonton, à environ 2800 km de distance. Le capitaine Robert Pearson sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Il a demandé à l'équipe de maintenance de vérifier à nouveau les calculs de carburant. Ils l'ont fait et tout allait bien. L'avion avait environ 11 430 livres de carburant. Le capitaine Pearson et son copilote Maurice Quintal en ont conclu qu'ils avaient environ 20 400 kg de carburant, ce qui était plus que suffisant pour atteindre leur destination. En réalité, ils n'en avaient que la moitié, soit environ 9 145 kg. Je sais ce que tu penses. Comment une si grosse erreur a-t-elle pu passer inaperçue ? Eh bien, tant l'équipe au sol de Montréal que l'équipage de conduite avaient oublié qu'à l'époque, le Canada était en train de passer du système de mesure impériale au système métrique. C'est pourquoi tous les nouveaux avions d'Air Canada, y compris celui du capitaine Pearson, ont été changés en unités métriques. Quant aux avions plus anciens, ils utilisaient encore le système impérial. Malheureusement, cela a conduit à une erreur majeure lorsque le carburant a été calculé en livres au lieu de kilos. Il faut savoir qu'un kilogramme ne représente environ qu'une demi-livre. C'est pourquoi ils avaient en réalité la moitié de la quantité de carburant dont ils avaient besoin pour faire le voyage. L'avion se trouvait à une hauteur de 12 500 mètres lorsque le premier voyant s'est allumé. L'équipage s'est rendu compte que la pompe à carburant de l'aile gauche était tombée en panne et a dû l'éteindre. Ce n'est pas si grave, si une pompe à essence tombe en panne, l'avion peut encore voler. Cependant, quelques minutes plus tard, le deuxième voyant s'est allumé. L'équipage a compris alors qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. À ce moment-là, l'avion n'était qu'à mi-parcours. C'est alors que le capitaine Pearson a décidé de changer de cap et de se rendre à Winnipeg pour un atterrissage d'urgence. Peu de temps après, le moteur gauche a complètement cessé de fonctionner. Puis l'alarme s'est déclenchée, indiquant une perte totale des deux moteurs. L'avion n'avait plus de carburant. Malgré leurs années d'expérience en vol, ni Robert Pearson ni Maurice Quintal n'avaient jamais entendu cet effrayant signal sonore. Les pilotes ont désespérément cherché dans les manuels pour savoir comment faire face à une telle situation. Malheureusement, il n'y avait pas d'instruction sur la conduite à tenir en cas de panne simultanée des deux moteurs. De plus, un avion a besoin de sa puissance motrice pour contrôler tous les systèmes. Ainsi, l'équipage était réduit à piloter un énorme avion en réaction, sans électricité et sans système hydraulique. Pire encore, les pilotes ne pouvaient pas utiliser les instruments de navigation dont ils avaient besoin. De plus, les aiguilleurs du ciel ne pouvaient pas guider l'avion parce que son transpondeur radar, qui est généralement alimenté par les moteurs, ne fonctionnait plus. Cela signifiait que la tour de contrôle de Winnipeg devait utiliser une vieille règle à l'ancienne. Ils ont placé l'avion sur le radar pour déterminer la distance qu'il avait parcourue. Ils ont ensuite utilisé ce nombre pour calculer le taux de descente de l'avion. Cela leur indiquait jusqu'où l'appareil pouvait aller. La seule façon de s'en sortir était de faire planer l'avion et d'espérer qu'il parviendrait à atterrir en toute sécurité. Heureusement pour les passagers et l'équipage, le capitaine Pearson était un pilote de planeur très expérimenté. Mais il n'avait jamais essayé de faire planer un Boeing 767 avec tous les systèmes hors service auparavant. Le problème le plus grave était la perte de pression hydraulique. Un Boeing 767 est doté de ce qu'on appelle une éolienne de secours. Cela signifie que plus l'avion va vite, plus l'éolienne tourne vite et mieux la pompe hydraulique fonctionne. Lorsqu'un avion ralentit pour atterrir, l'éolienne s'arrête de tourner et il y a une chute de pression hydraulique. Or, la capacité d'un pilote à contrôler l'avion diminue en même temps que la baisse de la pression hydraulique. Quoi qu'il en soit, après l'arrêt de la plupart des systèmes de l'avion, celui-ci a commencé à perdre de l'altitude à une vitesse de 610 mètres par minute. Après avoir fait quelques calculs, les pilotes et les contrôleurs aériens sont arrivés à la conclusion que l'avion n'avait aucune chance de se rendre à Winnipeg. C'est là qu'ils ont enfin eu un peu de chance. Maurice Quintal a pensé à la base de l'aviation royale du Canada située à seulement 19 km de là, dans la ville de Gimli. Qui plus est, elle n'était plus utilisée. Quintal connaissait l'espace aérien et les pistes d'atterrissage de la région depuis qu'il y avait fait son service militaire.
Tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que l'atterrissage sur la base militaire abandonnée était la seule option possible. Cependant, lorsque l'avion a effectué son approche, les pilotes se sont rendus compte qu'ils étaient encore trop hauts. Ils ont donc essayé de faire ce qu'on appelle une glissade avant. C'était très risqué car si cette technique de manœuvre peut se faire sur de petits avions, les avions de ligne ne sont pas conçus pour l'exécuter. De plus, l'avion descendait trop vite pour que la manœuvre ait une chance de réussir. Mais il n'avait pas le choix. De plus, le commandement de bord avait beaucoup d'expérience dans l'exécution de la fameuse glissade avant, donc l'avion était entre de bonnes mains. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, car les pilotes n'étaient toujours pas au courant d'un élément encore plus terrifiant. Cette base militaire abandonnée était loin d'être vide. Elle avait été transformée en parc de sport motorisé et piste de course. Et le 23 juillet 1983, le parc était plein de visiteurs, de campeurs et de véhicules. Lorsque Maurice Quintal a remarqué leur présence sur la piste, il était déjà trop tard pour détourner l'avion. Quant au capitaine Pearson, il était inconscient du danger, car il se concentrait uniquement sur l'indicateur de vitesse. L'avion était devenu incroyablement difficile à contrôler à cause de ces éoliennes hydrauliques sophistiquées dont nous avons parlé tout à l'heure. Celles qui font chuter la pression hydraulique lorsque l'avion ralentit pour atterrir. Les gens sur la piste ne s'attendaient pas à voir un énorme avion s'approcher d'eux à grande vitesse. Et comment auraient-ils pu s'en douter ? Tous les moteurs étaient en panne, si bien que l'appareil planait en silence. Mais ne t'inquiète pas, ils ont fini par le voir arriver et se sont éloignés à temps. Une fois qu'il a touché le sol, le capitaine Pearson a immédiatement freiné. Cela signifie que le poids de l'avion s'est déplacé vers l'avant, ce qui a fait remonter les roues avant dans l'avion. Mais ce n'était pas si grave. Perdre les roues avant a été une bonne chose, car cela a créé plus de frottement entre l'avion et la piste et il s'est arrêté beaucoup plus tôt. En fin de compte, le Boeing 767 a réussi à s'arrêter à seulement 30 mètres des spectateurs, et crois-le ou non, pas un seul passager, membre d'équipage ou visiteur du parc n'a été sérieusement blessé. Ouf! L'incident a été surnommé le Gimli Glider. Et après avoir essuyé un savon de la compagnie aérienne pour leur erreur initiale de calcul de carburant, les deux pilotes ont fini par recevoir le diplôme d'excellence en pilotage en 1985. Il est intéressant de noter que d'autres pilotes ont tenté de faire atterrir un avion dans les mêmes circonstances dans un simulateur et que toutes leurs tentatives ont conduit à des accidents. Maurice Quintal a été promu capitaine en 1989 et Robert Pearson a volé avec Air Canada pendant encore 10 ans avant d'être muté à une autre compagnie aérienne. Le plus intéressant cependant, c'est qu'après avoir été réparé, le fameux Boeing 767 a continué à voler longtemps après l'accident. 25 années supplémentaires pour être exact. Il a effectué son dernier vol le 1er janvier 2008 et s'est ensuite dirigé vers le désert de Mojave pour sa mise au repos quelques semaines plus tard. D'ailleurs, les capitaines Robert Pearson et Maurice Quintal étaient à bord de l'avion pour son dernier vol. Et 3 des 6 membres d'équipage qui avaient pris le vol 143 ont également fait leurs adieux à l'avion. Un hommage touchant, n'est-ce pas ? Et toi, as-tu peur de l'avion ? Réponds-nous dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.